Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité. Les paramenaces également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 2. Auvergne, au désespoir. L'ordre de mission venait de tomber. Un ensemble de galeries troglodytes creusées dans le puits de Sancy venait d'être découvert par les chercheurs de la Légion étrange. Il y avait là-bas un étrange rayonnement d'aspect. Pour l'occasion, c'est Aurore et Étienne qui furent chargés de l'enquête. Coiffée d'un béret et les mains dans un grand pardessus à motifs, Aurore laissa la fumée de sa pipe s'échapper dans l'air pluvieux du matin. Le monde est plein de choses évidentes que personne ne remarque jamais, dira-t-elle d'un air pensif en observant la massive arche de 5 mètres de haut creusée dans la montagne devant elle. Une formation rocheuse qui n'avait rien de naturel. C'est fou quand on y pense. Des gens ont réussi à rater ce machin. Étienne, dans ses habits gris ordinaires, haussera les épaules. C'est peut-être cette magie qui te pousse à regarder ailleurs ou à pas voir ce qu'il y a devant toi. Ou bien personne vient dans le coin, c'est possible aussi. On est en Auvergne après tout. C'est paumé ici. Les locaux devaient sans doute juger bon de prévenir personne. Ou bien, ils sont juste cons. Il avisera l'arche de haut en bas, perplexe. Mais le type qui a creusé ça, lui, il a le souci du travail bien fait. Je doute qu'il se soit investi autant pour des prunes. À quoi ça peut servir ce truc? On dirait une sorte de portail géant. En s'approchant, le binôme constata que l'arche donnait sur une caverne massive insondable. Un croissant de lune, taillé dans une pierre violette non identifiée, était enchâssé au sommet de l'arche. Aurore laissa échapper un sifflement impressionné en se penchant sur la roche anormale. Eh ben, si je m'attendais à ça. T'avais raison, c'était bien un sortilège antimémétique qui masquait l'entrée au reste du monde. Et un sacrément puissant. Tu vois cette lune? On la nomme Yesod. C'est utilisé par les mages carthaginois pour conjurer le mauvais sort et se cacher aux yeux de leurs ennemis. Étienne imitera le sifflement d'Aurore en découvrant l'immensité de la caverne et son étrangeté apparente. Carthaginois? C'est pas vraiment le climat par ici. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette pierre violette? Et si quelqu'un souhaitait cacher cet endroit aux yeux du monde, pourquoi est-ce qu'on peut le voir maintenant? Quoi qu'il fabrique là-dedans, le maître des lieux doit pas en voir l'utilité. À moins qu'il veuille être vu. Ouais, ça pue du cul. Ou alors, le seuil d'anormalité ambiant est simplement trop haut pour que ce sortilège fonctionne encore. Elle se rapprocha des murs et posa la main dessus. Tu vois là, j'ai l'air de parler avec la pierre, d'entendre ses secrets. Concrètement, ça ne sert à rien. J'aurais très bien pu faire la même chose en me grattant le nez. Mais c'est quand même plus stylé, tu ne trouves pas? Elle retira sa main et la regarda quelques instants avant de la serrer contre sa poitrine. On dirait que le sortilège était simplement à durée limitée. Un sort de 99 ans. Une spécialité juive. Étienne lèvera un sourcil circonspect. 99 ans? Ça veut dire qu'il y a un siècle, les thaumaturges savaient déjà faire des sortilèges de cette taille? J'y connais pas grand-chose, tu me diras, mais c'est une pratique qui est relativement jeune, non? Et le gars qui a pondu ça, il devait être sacrément doué. Et aujourd'hui, il est sacrément mort. Alors quel intérêt de sceller sa caverne pendant un siècle? Il fera une petite pause, songeur. Ce type a sans doute connu la région avant que ce soit la Francie. T'imagines s'il a conservé des traces de la vie d'alors? Les archéologues se damneraient pour avoir la main dessus. Mais toute cette caverne, elle paraît un peu grosse pour juste cacher un trésor. Franchement, vu la taille, tu penses pas qu'un Kirak aurait pu s'y trouver? C'était ma première hypothèse. Mais aucune trace de Malcher. Et un Kirak, c'est tout sauf propre. On est bien placé pour le savoir. Elle se mit à marcher vers l'intérieur de la grotte en allumant une lanterne à naphte de son briquet. Tu sais, les premiers thaumaturges sont apparus aux alentours de 13 APC.
La cabale juive avait déjà une myriade de rituels en stock à l'époque. Et beaucoup se sont mis à marcher d'un coup. Pouf! On parlait même d'un complot juif à l'époque. T'imagines? Un complot juif. J'ai rarement entendu un truc plus con. Suivant la paranthrope avec sa propre lampe, Étienne gardera son sourcil dressé. Et comment tu peux savoir ça? T'as que 110 balais après tout. Et t'as jamais quitté l'Amérique avant d'arriver ici, non? Mes parents étaient des sorciers juifs de New York, réfugiés en Louisiane. Ils firent partie de la première vague de thaumaturges. Ma mère était enceinte quand c'est arrivé et elle m'a porté plusieurs années avant d'accoucher. Oh. Ah. Le vétéran ignorait le temps de gestation d'un paranthrope, et il ignorait d'ailleurs qu'il pouvait porter des enfants. Pour lui, il pondait des œufs, ou implantait des larves dans les humains pour les transformer. C'était en tout cas ce qu'on lui avait appris. Mais il pouvait apparemment porter des enfants. Cette révélation le laissa un peu abasourdi, l'obligeant à trottiner derrière Aurore pour la rattraper. Donc, on a des juifs qui ont isolé une caverne avec cette pierre bizarre pendant un siècle. 2 questions. Pourquoi isoler un endroit pour une durée précise et pourquoi si gros? Franchement, ça me donne un peu l'impression que quelque chose va se réveiller. Ou que quelque chose va arriver. On devrait être prudent. Il s'arrêtera sur le « on » en faisant les gros yeux vers la paranthrope, bien conscient qu'elle était insupportablement inconsciente face au danger. C'est ce que je compte bien découvrir, mon cher Étienne. Pénétrant plus avant, le binôme tomba sur un complexe de multiples salles, toutes reliées à un couloir central. De nombreuses cariatides tenant divers outils agricoles maintenaient la structure creusée dans la roche. Plus curieux encore, des cultures agricoles s'y développaient. Chaque salle, au sol de terre meuble, semblait avoir une monoculture distincte. Avoine, betterave, carottes, cédrats, choux, citrons, coings, dattes, épeautres, fèves, figues, fraises, grenades, haricots, millet, oranges, oignons, orges, petits pois, poires, pois chiches, pommes, prunes, raisins, sarrasins et seigles. En bordure de ces monocultures poussaient de nombreux condiments, comme de la casse, des clous de girofle, du cumin, du gingembre, de la noix de muscade, du poivre noir et de la sauge. Aurore s'approcha de l'une des cultures et l'examina en arrachant un plan sans plus de cérémonie. Je ne sais pas ce que sont ces pierres sur les murs, mais ces légumes ne manquent d'aucun nutriment, d'eau ou de lumière alors que le soleil ne brille pas ici. Par contre, faut se méfier. Ceux qui vivent ou ont vécu ici sont des végétaliens. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. C'est abasourdi qu'Étienne avait découvert toutes ces infrastructures, la bouche grande ouverte. Sa mâchoire se décrochait. Oh. C'est complètement dingue. C'est un véritable complexe agricole enfermé là, dans cette caverne. Et depuis un siècle, quoi. C'était la maison de quelqu'un, ça. Voire d'une communauté, vu le nombre de cultures. Et moi, je m'y connais. Mon vieux, il était paysan. Il marquera un silence horrifié. T'imagines, si des gens ont vécu sans lumière du jour pendant un siècle là-dedans? Oh, foutre Dieu, dans quel état ils sont aujourd'hui? Parce que s'ils sont encore en vie, ces plantations sont pas à l'abandon, merde. On va peut-être tomber sur une tribu de juifs troglodytes cannibales. Une tribu de végétaliens cannibales. L'horreur. Quasiment le... Aurore s'arrêta et tapota ce qui ressemblait à un grand menorah. Et, après avoir posé la main dessus quelques instants, alluma ses chandelles par thaumaturgie. Ça répond déjà à une question. Tu vois cette rune sur le mur? Malkout. On doit être dans une sorte de district agricole. Wow! Se détachant des ombres alors que d'autres chandeliers s'allumaient progressivement, Aurore sursauta devant la face inerte d'un grand golem de pierre dissimulé dans l'angle de la pièce. Bordel la frousse! Le vétéran dégaina spontanément son pistolet. Il se ravisera légèrement en constatant la statue inanimée, mais ne rangera pas son arme pour autant. Attends, c'est un golem, ça? J'en ai entendu parler d'une de ces créatures il y a longtemps, qui aurait ravagé une ville à elle toute seule. Est-ce qu'il fonctionne plus ou est-ce qu'il dort? Une sorte d'automate animé par thaumaturgie. J'en ai déjà vu, mais jamais en fonctionnement. Elle s'approcha et examinera la cavité centrale de ce dernier, récupérant un peu de poussière colorée qu'elle laissa filer entre ses doigts. Les cristaux restaient en suspension quelques instants avant de tomber au sol. Il n'a plus de pile en tout cas. Poursuivons. J'ai l'impression que ce lieu n'a pas encore livré tous ses mystères. Étienne opinera, un peu rassuré de voir le golem désactivé, mais aussi intrigué. Si le gardien n'était plus entretenu, comment se faisait-il que les cultures l'étaient? Peut-être qu'après un siècle d'isolation, les locaux avaient jugé que ce golem ne servait plus à rien, vu qu'il n'y avait aucun intrus.
Mais si cet endroit était habité, pourquoi personne en vue? Et pas un bruit non plus. Dans une caverne de cette taille, difficile de ne faire aucun bruit avec autant d'écho. En avant pour aller à la rencontre des troglodytes végétaliens, ou en tout cas ce qu'il en reste, je suppose. Au fait, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire confiance à des végétaliens? Aurore leva les sourcils, comme si la question était particulièrement stupide. Mais enfin, Étienne, c'est pourtant évident. Tout le monde sait ça. C'est comme faire confiance à une paranthrope. C'est juste pas dans l'ordre des choses. Aurore ira visiter les environs, tombant sur une zone faite d'argile orange meuble. Ici, les parois semblaient se déformer et se reformer en permanence, de façon aléatoire. Le sol y était également très spongieux. Tout poids posé dessus s'enfonçait progressivement. Plus loin, une pièce taillée dans du quartz rouge. Elle semblait totalement stérile, ses murs absorbant le moindre germe présent dans l'air. Son architecture, avec colonnes et arcs en plein cintre, rappelait certaines synagogues médiévales. On y trouvait d'étranges stèles taillées dans le quartz, couvertes d'inscriptions hébraïques. Ah oui? Et alors comment ça se passe pour un végétalien paranthrope? Ça se cumule ou ça s'annule? Poursuivant leur exploration, Étienne était de plus en plus perturbé par les environnements qu'il découvrait. Vain Dieu, mais qui utilisait ces cavernes? Des géants? Regarde-moi la taille de ces pièces! Comment ont-ils pu diable creuser tout ça? Et pourquoi faire? Je crois pas au complot juif, mais c'est vachement suspect là. Aurore fronça les sourcils, observant les murs. Ça s'annule, Étienne, c'est bien connu. T'as fini avec tes questions à la noix? Elle se pencha en avant, dubitative. Thaumaturgie. Chacune de ces salles est liée à une rune kabbalistique. Ici, Géboura, et là-bas, Od. La Kabbale reconnaît 10 runes magiques sacrées, et on vient d'en parcourir plusieurs. Chacune est liée alchimiquement à un élément de matière, l'argile, le quartz, etc. Cette salle est un peu plus étrange, regarde. Elle leva une de ses mains vers le ciel, et en faisant cela, la pièce s'illumina entièrement pendant quelques secondes. De larges taches de liquide asséché étaient visibles un peu partout à côté de chaque stèle. Du sang, ancien. Cet endroit devait être un dispensaire, ou une morgue. Le vétéran sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ou une salle sacrificielle, va savoir. Ainsi, c'était la magie qui avait façonné ces pièces. Ce qui voulait dire que l'architecte et probablement les résidents maîtrisaient l'aspect. Étienne ne savait pas comment cela fonctionnait. Mais si la thaumaturgie pouvait contrôler un élément et le façonner en pièces entières, elle pouvait aussi le défaire. Dans l'absolu, il n'était pas impossible que les murs puissent se rétracter sur eux. Après tout, la majeure partie des endroits qu'ils avaient traversés étaient vides. Trop vides. Le sortilège empêchait les autres de voir l'entrée de cet endroit, mais pas ses occupants d'en sortir. Ce sang, il provient pas des locaux, mais de personnes extérieures. Il avisera les alentours, s'approchant d'une stèle. Le sang n'avait pas été répandu là gratuitement. Il y avait forcément une raison. Pour les sorciers navrés, le sang était le moteur de leur pouvoir. Et si c'était ça? Attends, je vais tenter quelque chose. Dis-moi si tu détectes un changement. Il sortit son couteau de sa pochette et s'entailla le pouce, laissant son sang couler sur une stèle. Le liquide goûta sur la pierre et les étranges écritures kabbalistiques se mirent en mouvement pour recomposer des mots en hébreu. Ok, je m'en doutais. Il y a de la navrure là-dessous. Je sais pas à quoi sert cette salle, mais les occupants devaient s'en servir pour des rituels a priori, étant donné la quantité de sang versé. Et manifestement, du sang normal suffit pour activer quelque chose, même un minimum. Maintenant, à quoi ça sert? Les navrés sont souvent spécialisés pour créer des failles de téléportation. Peut-être que ça a vocation d'être une sorte de chambre de transport ou d'invocation. Mais impossible d'en être certain. Oh, fais chier, je parle pas un mot d'hébreu. Moi non plus, mis à part pour commander à bouffer. Elle se pencha en avant et observa la stèle. Fit le tour de cette dernière, sortit sa pipe, l'alluma, puis se mit à tirer dessus. Je crois comprendre. C'est élémentaire, mon cher Étienne. Étienne dévisagera Aurore, interloquée. Ne me dis pas que t'as pris cette pipe en mission juste pour me sortir ça, de cette façon-là. Elle esquissa un sourire. Je ne fume même pas. Allonge-toi sur la stèle. Je crois comprendre comment ce machin fonctionne. Wow, moi pas. Explique-moi à quoi ça sert avant que je fasse le cobaye. Je pense que cette stèle, ces stèles, sont des tables de guérison. Regarde,
Toutes les stèles portent les mêmes inscriptions, sauf celles que tu as utilisées. Tu vois les petits écriteaux sur les lits d'hôpitaux? Je pense que c'est la même chose, regarde. Elle fit pousser l'un des ongles de sa main griffue et s'entailla le bras avant de faire perler un peu de fluide à son tour. Les inscriptions se modifiaient à nouveau et semblèrent beaucoup plus nombreuses. Tellement nombreuses qu'elles finirent par recouvrir toute la pierre. Des tables de guérison? Ouais. Si c'est bien le cas, cet endroit serait déjà moins glauque. Il s'allongera alors. Il y a quelque temps encore, il se serait traité de dingue pour avoir obéi sagement à une paranthrope. Mais en l'occurrence, il n'y avait même pas vraiment réfléchi. Étienne réalisa que, d'une manière un peu étrange, il accordait une certaine confiance à Aurore. Cette idée même avait quelque chose d'anormal. Bon allez, fais ton office, bourreau. Aurore se pencha sur la stèle et mit les 2 mains dessus une fois Étienne allongé. Une lumière rouge rubis se mit à danser faiblement à la lueur des chandeliers. Étienne vit la plaie de son doigt se refermer à vue d'œil, mais également toutes ces petites douleurs du quotidien s'évanouir en quelques instants. Il se sentit soudainement bien, comme après une bonne nuit de sommeil. Puis soudain, sa vue se brouilla. Pendant quelques secondes, il se sentit transporté, sans pour autant bouger. Il était dans la même pièce, mais cette dernière grouillait d'activité. Sur chacune des tables, il vit des femmes en train de se vider de leur sang, tandis que les hommes, vêtus comme des juifs traditionnalistes, tentaient de les soigner par tous les moyens à disposition. Certains avec des compresses, d'autres en priant, certains en opérant avec des scalpels. Étienne sentit sa vue se troubler alors qu'il basculait sur le côté. Il cria, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Puis il sentit quelque chose de chaud sur son visage et une pression désagréable dans sa bouche. « Hé! Hé! Reste avec moi !» Quand Étienne s'arrêta de convulser, il se trouvait blotti contre Aurore, qui l'avait visiblement empêché d'avaler sa propre langue. Le vétéran se redressera, le visage ruisselant de sueur, réalisant à peine qu'il avait failli y rester. Il se mettra à parler à toute allure sous le coup de l'émotion, gesticulant dans des mouvements encore impressionnés de cette étrange vision. « Bordel! J'ai vu! Je les ai vus! Ils étaient là !» dira-t-il en désignant les alentours où, quelques secondes plus tôt, il avait aperçu la foule de médecins. Il y avait des femmes avec eux qui saignaient de tous les côtés. Il reprit son souffle, tâchant de calmer son pouls en se remettant de ses émotions. Il avisera la stèle, puis Aurore. Au début, ça marchait, je me sentais vraiment bien, et puis j'ai vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quelque chose? Chut, là. Dira-t-elle en lui caressant lentement les cheveux. T'as subi un contre-coup. Quand j'ai utilisé la stèle pour te soigner en utilisant son aspect résiduel, tu as subi un retour de teinte opposée. J'ai essayé d'encaisser la majorité de l'effet, mais une partie s'est diffusée en toi. Je suis désolée. J'ai vu ce que t'as vu. Étienne se sentit relativement mal à l'aise au contact d'Aurore. Quelque chose lui disait que ce n'était pas bien de laisser une paranthrope le toucher ainsi. Mais il n'arrivait pas à la rabrouer. Il repensait à ce qu'elle lui avait souvent dit, que tout le monde l'avait détestée pour ce qu'elle était. Et il craignit qu'une réaction si naturelle de sa part ne la blesse. Bon sang, est-ce qu'il était vraiment en train de se soucier d'elle? Le vétéran se redressa en s'écartant légèrement. Ça va, je vais bien. Réalisant qu'il était peut-être un peu rude avec quelqu'un qui venait d'encaisser un contre-coup d'aspect pour lui, il ajoutera rapidement « Je veux dire, merci pour avoir encaissé le coup. Bon, alors, on est dans un complexe médical fait par un thaumaturgie de juifs navrés pour femmes pissant le sang, le tout est isolé depuis un siècle. Au moins, ça a pas l'air d'être une secte de thaumaturges fous qui voulaient détruire le monde. C'est déjà un peu rassurant. » La paranthrope hocha la tête en s'éloignant, faisant quelques pas dans la salle, la main sous le menton, en pleine réflexion. Il s'est passé quelque chose de grave, une épidémie, je pense. Bordel, j'ai un mauvais pressentiment. Cet endroit est peut-être maudit du cul. Une épidémie? En 24 APC, je crois pas qu'on ait eu de résurgence de maladies graves. Enfin, en tout cas, y a rien qui en parle dans les livres d'histoire. Ce serait quoi? Une zone de quarantaine? De confinement? Enfin bon. Pour une raison ou pour une autre, ça touchait que les femmes en tout cas. D'ailleurs, tu devrais peut-être éviter de trop toucher ce qu'il y a autour, hein, on sait jamais. Biologiquement parlant, je suis pas une femme. J'ai plus de chromosomes Y que toi. Elle se dirigea vers la suite du complexe et tomba sur une nouvelle vaste salle, aux murs en pierre verte mat, comportant 26 alcôves contenant de l'argile toujours fraîche. Une épaisse couche de cendres recouvrait le sol. Biologiquement parlant peut-être, mais pour l'état d'esprit c'est autre chose. Et, grimacera Étienne en découvrant ce nouveau lieu. Avec ce qu'il venait d'apprendre,
Difficile de ne pas imaginer ces cendres comme les restes de malades brûlés pour ne pas répandre une épidémie. Bon sang, tout était si gigantesque ici, et pourtant si vide. Avec tout le chemin qu'ils avaient fait, si quelqu'un vivait ici, il l'aurait vu depuis. Mais comment expliquer les récoltes encore entretenues à l'entrée si personne n'était encore vivant? Nerveux et se sentant passablement écrasé par ces environnements anormaux, Étienne s'approchera d'une alcôve. Il y découvrit de petites statuettes noires. Chacune semblait unique et représentait une personne différente. Des hommes, des femmes, des enfants ou des vieillards. Le vétéran résista à l'envie de toucher à ces statuettes. Elles étaient potentiellement magiques et porteuses d'on ne savait quoi. T'as vu ça? Tu perçois quelque chose de particulier dans ces statues? Aurore le rejoignit et récupéra une statuette. La fit jongler dans sa main avant de la renifler. Rien de particulier. Par contre, j'ai déjà vu ça quand j'étais petite. Ce sont des statuettes de Pécha. On se les offre lors de la Pâque juive. Quoi? Mais qu'est-ce que ça fout planqué là alors, dans cette pièce géante couverte de cendres? Mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Aurore se dirigea vers la pièce adjacente et ouvrit la double porte qui en barrait l'accès. De l'autre côté, 2 salles similaires construites en demi-lune, aux murs respectivement faits de pierres grises et d'ardoises noires. Elles avaient la forme d'un amphithéâtre pouvant accueillir un bon millier de personnes chacune. Des squelettes humains. Des centaines de squelettes étaient pendus depuis le plafond. La paranthrope porta sa main à sa bouche, effarée. Je crois qu'on a trouvé les anciens habitants. Étienne resta stupéfait d'effroi et de dégoût devant cet horrible spectacle. Il mettra quelques secondes à retrouver ses esprits, fixant le millier de gibier de potence. Quelle horreur! Comment pouvait-on en arriver à un tel résultat? Pour organiser un tel massacre, il aurait fallu toute une armée pour... Ou alors... Ils se sont suicidés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Aurore fit quelques pas dans la salle. C'est un Sanhédrin, une assemblée législative traditionnelle des tribus d'Israël. Dira-t-elle en montrant les estrades. Une pour les hommes, une pour les femmes. Le respect des lois était surveillé par les Haez, c'est-à-dire les citoyennes et citoyens de moins de 20 ans, tandis que patriarches et matriarches siégeaient ici. Elle désigna l'autre estrade au bout de la pièce qui, au lieu de contenir une Torah dans son rouleau, vit cette dernière épinglée grossièrement sur le mur et profanée en lettres de sang. Allons à la demeure des lâches qui du roi pendu se cachent. Lut Aurore, perplexe. C'est quoi encore, Spartacès? Étienne s'avancera silencieusement, toujours sous le choc de cette macabre découverte. Il n'osera tout d'abord pas trop regarder les dépouilles, observant à une distance respectueuse. Il y avait quelque chose de profondément triste et solennel à découvrir les restes d'une telle tragédie. Et il lui semblait que ne pas prendre la mesure de ce qui s'était produit eût été une offense pour tous ces morts. Il réfléchit, plongé dans son mutisme, choqué. L'inscription était en francien, alors que jusqu'ici, tout avait été écrit en hébreu. Était-ce vraiment un gigantesque suicide collectif? Il y avait peut-être eu une sorte de guerre civile. Ou alors la maladie des femmes avait rendu folles ces dernières, ce qui avait abouti à ça. Et d'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait réussi à détourner le regard de ce lieu pour un siècle. Il n'était donc toujours pas exclu que l'endroit soit habité. Ce qu'ils avaient devant eux n'était peut-être pas l'intégralité de la population qui vivait ici. Pris d'un doute, Étienne se résoudra finalement à inspecter les cadavres. Il le fit d'abord de loin, sans les toucher, puis chercha simplement à voir si certaines dépouilles semblaient plus récentes que d'autres, ou si certaines n'étaient pas encore réduites à l'état de momies calcifiées. Ces cadavres ne venaient peut-être même pas d'ici. Peut-être venaient-ils de l'extérieur. Peut-être n'étaient-ils pas morts tous en même temps et que périodiquement quelqu'un les pendait là. Non, ce serait stupide. En se rapprochant des corps, Étienne comprit que ces derniers semblaient avoir tous été pendus en même temps. À en juger par les lambeaux de vêtements et les taches de sang au sol, femmes et hommes se sont pendus, ou ont été pendus, dans leurs plus beaux habits et au même moment. Ils n'ont même pas été la cible de violences physiques. Aurore, quant à elle, se rapprocha de la Torah profanée. Le roi pendu, le roi pendu... J'ai déjà entendu parler de lui. L'un des sorciers suprêmes, je crois. Détachant finalement son regard des corps, Étienne se tournera vers Aurore. Et y a combien de rois dans le monde de la thaumaturgie? Quand il est pas écarlate, il est pendu, enfin bon, bref. Qu'est-ce que ça veut dire, Aurore, ça? Est-ce qu'il existe un rituel qui demande un suicide collectif d'une telle ampleur?
Il y en a aussi un en jaune, un qui se prend pour la reine des fées, un autre qui se dit le fils du 5e soleil. Elle prit le temps de réfléchir sérieusement. Malheureusement, oui. Un suicide collectif, surtout si ces gens étaient des thaumaturges, ça peut être très puissant comme rituel. Viens m'aider, il y a une porte dérobée de ce côté. Avec tous ces rois, il y en a forcément un qui est appelé araignée. Détournant volontiers son regard de la moisson de cadavres, Étienne prit la direction indiquée par la paranthrope. En tout cas, ça fait un petit moment que ça a été fait, peut-être un siècle. Aurore finit par comprendre le jeu de mots et gloussa avant de pousser un pan de mur opaque. À croire que la mégalomanie fait partie de la fiche de poste. De l'autre côté, Étienne et Aurore découvrirent ce qui dut être le saint des saints du complexe, une salle pentagonale en calcaire blanc. 26 squelettes portant des masques vénitiens s'y trouvaient. Dans l'un des murs était taillé un haut relief représentant une grande figure humanoïde difficile à genrer. Chaque corps semblait avoir eu la gorge tranchée. Chacun portait toujours contre son torse un couteau à la lame souillée. Bon sang, mais il y en a combien des comme ça? S'attardant peu sur les corps, qui, cette fois, semblaient de manière assez visible s'être automutilés, Étienne s'intéressera plutôt à la représentation de l'humanoïde, sans doute une pseudo-divinité, voire ce roi pendu qui avait d'une manière ou d'une autre été à l'origine de tout cela. Ce dernier semblait ressembler au golem agricole trouvé plus tôt, mais en plus grand, presque entièrement fondu dans le mur. Il ne laissait que son visage dépasser du mur. Ce dernier disposait de 2 gros cristaux à la place des yeux. Aurore s'approcha à son tour. Il a l'air encore alimenté. Shalom. Les cristaux se mirent à briller et une voix profonde et caverneuse répondit « Shalom ». Le vétéran affichera un visage surpris de voir que cette forme, à défaut d'être une simple décoration morbide, était un golem emmuré. À quoi pouvait bien servir de placer un golem dans un mur? Et surtout, comment cela se faisait-il qu'il y marchait encore? Avisant la tête de marbre, puis Aurore, il marquera une hésitation. Dites, vous comprenez le francien, monsieur? Oui. Bon, génial, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Préciser. Données insuffisantes pour une réponse approfondie. Étienne resta un peu perplexe devant les subtilités de la robotique golémique. Soyons précis, d'accord? Qu'est-ce qui a poussé tous les gens à suicider? Compilation en cours. Le golem émit un son étrange pendant quelques secondes avant de déclamer d'une voix sombre et solennelle. Pour Pessa 5695, l'ambassadeur du Grand Khanat de Champagne remit au Conseil des Sages un vieil ouvrage intitulé « Contes et légendes de Trinculo ». Il s'agissait, disait-il, d'un gage de paix montrant sa volonté d'union. Cependant, les sages ne furent pas dupes de la manœuvre du seigneur de guerre et virent la savante organisation des mots de cet ouvrage. Il contenait un pouvoir sombre et destructeur qu'ils n'avaient encore jamais vu. Malgré leur réticence, cela piqua leur curiosité et ils acceptèrent ce présent. « Oh, l'idée de merde !» commenta Aurore. L'ouvrage fut étudié longuement et avec moult précautions. Les érudits de la cité en disséquèrent les mots pour en extraire les formules kabbalistes d'une puissance nouvelle. Alors l'ubris envahit leur cœur et ils pensèrent pouvoir entrer en contact avec la terre des anges. Aziluth. Un rituel majeur fut organisé. Les citoyens furent réunis en 10 groupes correspondant aux 10 dimensions de l'univers et, sous la conduite des sages, ils récitèrent 26 formules nouvelles. Laissez-moi deviner, ça n'a pas fonctionné? En réponse à leurs prières, un être céleste se manifesta. Il était plus haut que le plus grand des citoyens de la cité et il irradiait de lumière. Il était drapé dans une grande pièce de tissu blanc, maintenue par des chaînes, et son visage était couvert d'un masque d'argile blanche. Il se présenta comme l'ambassadeur du royaume d'Alagada, un royaume dont nul n'avait entendu parler, et que les sages prirent pour Aziluth. Il exigea la soumission de la cité à son seigneur. Le prenant pour un ange, les sages s'inclinèrent avec respect, et d'une volonté commune, offrirent les clés à leur nouveau seigneur. L'ambassadeur les fit se relever et déclara « Souriez, sujet du roi pendu, car avant 3 jours, vous payerez son tribut. » Puis il disparut. Ah, ça explique le... Le lendemain, une mélodie sinistre résonna dans la cité. Un chœur d'enfant qui proférait des menaces impies.
Effrayés, tous les métèques et de nombreux citoyens fuirent la cité. À midi, les murs d'Aude se mirent à fondre sur les ambassadeurs, menaçant de les y étouffer. Vexés et incommodés, ils fuirent à leur tour. Le lendemain, toutes les citoyennes se mirent à saigner des litres de sang que les médecins de Guébura ne purent endiguer. Précisément, à midi, les ouvrages de Tifaré se mirent tous à brûler. Aucun effort ne permit d'éteindre ce feu, et avant le soir, tous les livres furent réduits en cendres. Horrifiés par la perte de leur trésor, les sages se réfugièrent alors dans Da'at, tandis que tous les autres citoyens se réunissaient dans Chokma et Bina. Enfin, à la tombée de la nuit, les chœurs d'enfants cessèrent. Alors les membres des deux assemblées déclamèrent en chœur « Versons le sang des élus de Yah, pour celui qui pleure en Alagada ». Puis ils se pendirent à l'aide de cordes apparues au plafond. Fuck all kind of dogs. Le lendemain, les menorahs s'éteignirent et la cité fut plongée dans le noir. L'ambassadeur d'Alagada se présenta alors à Da'at, où les 26 sages l'attendaient, leurs visages couverts de masques en son honneur. Les hommes s'agenouillèrent en déclamant « Avec le sang des hommes vaincus, payons celui du roi pendu ». Puis les femmes, à l'aide de Halaf, leur tranchèrent la gorge selon le rite de la Sheïta. Elles déclamèrent à leur tour « Par ce sang s'achève le tribut versé par la ville au roi pendu », avant que leur saignement n'eût raison d'elle. L'ambassadeur d'Alagada marcha dans le noir jusqu'aux portes de Netzar et y grava le nom de son royaume avant de s'en aller. Sainte Mère de Sarn, Balbutia Aurore. Étienne resta muet en entendant le récit du golem. Ça collait. Et c'était ça le pire. Les cendres dans cette énorme pièce, c'était une ancienne bibliothèque. C'était donc cette communauté juive qui avait fricoté avec un démon. Mais il y avait encore des zones d'ombre. Qui avait caché l'entrée? Qui s'occupait des cultures? Et surtout, il n'était pas dans une ville, mais dans une grotte, sculptée dans une pierre étrange. Si une cité troglodyte avait été contemporaine à l'époque, quelqu'un en aurait forcément parlé. Surtout si elle était au milieu de la Francie. Puis Étienne comprit. Elle avait été plongée dans le noir. Littéralement, la cité avait été recouverte par la pierre. Il frissonna, mal à l'aise. Et est-ce qu'il y a encore des personnes qui vivent ici? Non, le dernier golem jardinier est mort, hier. Un autre mystère de résolu, et pas des moindres. Maintenant, il savait que ces ruines étaient inhabitées. Très bien. Et le livre? Contes et légendes de Trinculo. ça se prononce Trinculo. Et peu importe le nom, qu'est-il devenu? Donnée insuffisante pour une réponse approfondie. Étienne fronça les sourcils. Comment ça? Tu vois bien que je parle, non? Bon, alors, où a été vu le livre pour la dernière fois? Un métèque enregistré comme Eudes d'Espergy-Lémont est le dernier à l'avoir tenu entre ses mains dans l'enceinte de la cité. Il a franchi Yesod avec. Misère, il a sans doute quitté la région, il va savoir depuis combien de temps. Et autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Cela dit, ici ça fait un siècle, aucune grande ville n'a disparu depuis. Ce type a dû le cacher quelque part pour pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. En partant du principe que ses héritiers savent où il est. Ceci dit, on a un nom, une date et un village. C'est déjà un début de piste. On a déjà fait avec pire. Ouais, enfin ça c'est plus notre boulot. Nous on devait juste fouiller les grottes et c'est chose faite. A priori, y a plus rien de dangereux là-dedans si ce n'est cette vieille histoire sordide. Et des fruits et légumes. Du coup, on fait un panier et on s'en va? La Légion étrange saura bien quoi faire d'utile de cet endroit. Étienne haussera les épaules. Lui l'aurait volontiers fait sauter avec tous les démons qui allaient avec. Mais ce n'était pas de son ressort. Quelque temps plus tard, attablé devant une ratatouille dans une auberge quelque part en Auvergne. Tu t'imagines, toi, vivre tranquillement dans une montagne pour te retrouver comme ces pauvres bougres en l'espace de 3 jours? Étienne avait tenté de penser à autre chose sur le chemin du retour, mais sans grand succès. Ce qu'ils avaient découvert là-bas l'avait trop perturbé pour qu'il passe outre. Je crois pas qu'il vivait dans la montagne, je crois que la montagne est venue après, autour de la ville. Le golem a dit que l'espèce de démon avait enlevé la lumière de la ville. Y a pas de meilleure manière qu'en la bloquant. Ça explique cette pierre rose étrange. Elle est pas d'origine naturelle. Sûrement. Aurore prit une bouchée avant de finir son verre de vin et de s'en resservir un autre. En tout cas,
Je suis bien contente de pas m'être fait attaquer par des zombies cette fois. Ouais, je m'attendais tout du long à ce que ça dégénère, à ce qu'une créature ancienne se planque là-dedans, qu'une bande de cannibales rendus fous par l'isolement surgisse, qu'un culte de sorciers nous prenne par surprise. Parfois la vie, c'est pas qu'une bande dessinée nulle, hein, c'est aussi des villes fantômes avec plein de gens morts depuis des siècles. Je dirais pas que ce genre de boulot détend, mais au moins quelque chose n'a pas voulu nous tuer, et pour le coup ça change. Une affaire rondement menée par notre dynamique duo. On pourrait en écrire un petit roman pour le diffuser dans la presse horrifique. Suffira de placer quelques mots comme indicible et cyclopéen ici et là. Succès garanti. Si tu veux vraiment en faire une histoire, pour le coup, il va falloir l'enjoliver. Mettre des zombies juifs pour le coup, rajouter des membres dans notre équipe pour qu'il y ait un peu de perte, et pourquoi pas, un gros monstre tentaculaire à la fin. Et merde. Je crois que je suis en train de faire comme ce débile de Léon, là, avec son roi écarlate et ses histoires échauffées. Attends, t'es du genre à écrire? C'est vrai que t'avais ta propre émission radio avant. Je perds trop vite patience pour écrire, mais j'aime bien le son de ma propre voix. J'ai ça dans le sang. Ça me plaît bien la radio. J'enregistre fréquemment plein de choses un peu inutiles. Parfois je chante aussi. C'était donc ça le bruit de pelleteuse que j'entends parfois le matin. Et pourquoi tu ferais pas des chansons autour de tes aventures? Y aurait de quoi dire. Et tu pourrais même t'arranger avec la Légion étrange pour les publier. Après tout, j'ai entendu pire dans les tavernes. Elle se tapota le menton un instant avant de lever son verre. Mais enfin, quelle idée! Avec mon travail actuel,